شوف فوت فوت تعال فوت 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 ولو شوف غاد يما. Le jour s'est levé sous un ciel menaçant tandis que les sirènes d'alerte aérienne hurlaient à travers Israël, avertissant la population bien avant que quiconque ne voie le danger. Avant la fin de la matinée, les Iraniens avaient tiré quelques 150 missiles balistiques, un torrent d'acier décrivant une arche à l'horizon avant de s'abattre sur le territoire israélien dans un fracas assourdissant. Certaines ogives ont frappé des bases aériennes de première ligne, d'autres ont creusé des cratères dans des postes de renseignement, et d'autres encore ont ravagé des dépôts logistiques qui alimentent la machine de guerre de Tsahal. D'épais panaches de fumée noire se sont élevés, assombrissant la voûte azurée et projetant une ombre lugubre sur tout ce qui se trouvait en dessous. Cet échange furieux en est maintenant à son 3e jour consécutif. Il a commencé lorsqu'Israël a mené, le 13 mois non précisé, une frappe audacieuse contre certaines installations iraniennes d'une opération voulue chirurgicale, mais perçue à Téhéran comme une agression intolérable. La riposte de l'Iran fut à la fois rapide et impitoyable, d'abord des essaims de drones, par centaines, bourdonnant tel un nuage mécanique vers les radars israéliens, puis des missiles de croisière rasant la côte méditerranéenne. Enfin, aujourd'hui, des salves massives de missiles balistiques de moyenne et longue portée, conçus non seulement pour blesser, mais pour briser la confiance de l'adversaire. Tel Aviv, habituellement ville de café et de musique nocturne, est désormais gagnée par la panique. Les témoignages évoquent des foules se ruant vers les abris, des parents serrant la main d'enfants terrifiés tandis que les détonations résonnent au loin. Le carrefour Ibn Gabirol Kaplan, habituellement encombré de taxis et de scooters, ressemble à une zone de guerre, jonchée de vitres brisées et de véhicules abandonnés. Partout dans l'agglomération, les services d'urgence sont à bout de souffle, triant les blessés qui affluent minute après minute. Ramat Gan, juste à l'est du centre de Tel Aviv, a été violemment touché. Des façades entières d'immeubles ont été arrachées comme si une lame géante les avait tranchées. Des parkings sont remplis de carcasses en flammes. Dans une scène télévisée, un vieil homme, le visage couvert de poussière, erre au milieu des décombres de ce qui était autrefois son salon, serrant contre lui une photographie sauvée alors que tout le reste a disparu. Les analystes estiment que les missiles visaient spécifiquement Ramat Gan en raison de sa proximité avec la Keria, un dense complexe de bunkers, de salles de crise et de postes de commandement souvent surnommés le Pentagone israélien. Situé juste au nord de Jalan Kaplan, ce site constitue une cible idéale pour quiconque veut décapiter la chaîne de décision israélienne. Les rumeurs vont bon train sur la localisation de Benjamin Netanyahou. Des passionnés de suivi aérien ont repéré le Wing of Zion où le Boeing spécialement aménagé pour le Premier ministre israélien, pénétrait la région d'information de vol d'Athènes quelques heures après les frappes les plus intenses. Le transpondeur de l'appareil s'est ensuite éteint, non sans confirmer une trajectoire pouvant l'amener sur un tarmac militaire discret en Grèce. Un tel lieu, neutre, membre de l'OTAN et géographiquement proche du théâtre des opérations, permettrait des consultations d'urgence en face à face avec des responsables américains. Tandis que le président Trump rechigne pour l'instant à intervenir directement, les médias israéliens spéculent sur des discussions officieuses en cours, peut-être même sur le sol grec, afin de coordonner des plans de contingence si le conflit devait s'étendre. Tout ce carnage met la réputation de la défense aérienne israélienne dans une position délicate. Iron Dome, présenté comme la barrière multicouche la plus sophistiquée du pays, était censé intercepter la plupart de ces menaces. Des années durant, des responsables israéliens ont décrit Iron Dome comme insensible aux conditions météo, capable d'abattre aussi bien des obus de mortier que des aéronefs à grande vitesse. Ce soir, dans les cafés de Jérusalem et sur les groupes WhatsApp à travers le pays, une question angoissante domine. Si Iron Dome est si avancé, pourquoi des quartiers entiers s'embrasent-ils ? Au cœur d'Iron Dome se trouve le plus célèbre Iron Dome. Conçu après la guerre du Liban de 2006 et largement financé par des milliards d'aides américaines, le système combine radar en bande X, ordinateur de conduite de tir et intercepteur Tamir qui fusent pour neutraliser les menaces de courte portée ou jusqu'à environ 70 km.
Les responsables israéliens affichent depuis longtemps un taux d'interception proche de 90%. Pourtant, Mohanad Salom, du Baska Sarjanadoa, rappelle une limite cruciale. Iron Dome n'a jamais été conçu pour contrer les missiles balistiques de moyenne portée ni les engins hypersoniques déployés aujourd'hui par l'Iran. Ceux-ci filent beaucoup plus vite, suivent des trajectoires plus raides et manœuvrent souvent de façon imprévisible en phase terminale, un profil qui peut saturer l'enveloppe d'engagement d'Iron Dome. Israël dispose certes d'autres couches des systèmes baptisés R1, R3 et Dove Fissling qui, en théorie, étendent la couverture à de plus hautes altitudes et de plus longues distances. R3 peut, par exemple, engager des cibles à 100 km, tandis que Dove Fissling se spécialise dans les menaces évoluant entre 20 et 70 km. En exercice, ces réseaux se chevauchent comme des anneaux concentriques, créant un dôme réputé impénétrable. En pratique, cependant, la tactique iranienne de saturer simultanément les défenses semble porter ses fruits. Après 3 jours implacables, même les soutiens les plus fervents d'Israël concèdent l'existence de failles, des failles que l'adversaire a manifestement étudiées avec une minutie glaçante. Téhéran, de son côté, affirme avoir introduit dans l'équation un missile hypersonique encore plus redoutable. Les médias iraniens diffusent des images de ce qu'ils appellent Haji Kazem, dévoilées en mai dernier. Les ingénieurs se vantent d'une ogive manœuvrable capable de vrilles violentes à plusieurs fois la vitesse du son ou des mouvements destinés à tromper les algorithmes de prédiction radar et à déjouer les verrous des intercepteurs. Des images satellites de plusieurs sites d'impact en Israël révèlent des cratères compatibles avec un projectile arrivé à une vitesse extraordinaire, ce qui donne au moins un crédit partiel à ces affirmations. Peu avant l'aube, au milieu du vacarme des ambulances et de l'éclat des projecteurs de secours, Tsahal a lancé ce qu'elle a qualifié de « frappe préventive de précision » contre certains éléments de l'infrastructure nucléaire iranienne. Les cibles exactes restent classifiées, mais des analystes estiment qu'Israël cherche à perturber la chaîne logistique des missiles iraniens et à envoyer le message que toute escalade sera payée au prix fort. Ces contre-frappes n'ont toutefois pas épargné les civils israéliens. Environ 300 résidents de Tel Aviv et 100 de Ramat Gan ont déjà été relogés dans des abris temporaires, des ingénieurs déclarant des pâtés de maisons entières inhabitables. Les chiffres officiels, diffusés avec prudence, font état d'au moins 3 morts et 70 blessés, dont 7 soldats. En privé, certains directeurs d'hôpitaux insinuent que le bilan réel est plus lourd. Les responsables iraniens, par ailleurs, affirment avoir abattu 3 F-35 israéliens engagés dans des frappes profondes. Aucune source indépendante n'a toutefois confirmé la présence d'épaves. Une chose est sûre, l'aéroport Ben Gourion demeure fermé, résonnant du tonnerre des décollages d'urgence et du silence des vols commerciaux. Des compagnies aériennes du monde entier détournent ou annulent leurs liaisons. Le tourisme, autrefois poumon économique d'Israël, s'est évaporé du jour au lendemain. Samedi soir, alors que de nombreux Israéliens se réunissent habituellement pour un repas en famille, l'un des assauts les plus violents a frappé le pays. Des missiles ont tonné sur Haïfa, enflammant des réservoirs de carburant près du port et projetant d'immenses panaches orangés dans l'obscurité. Les pompiers ont combattu plusieurs brasiers tandis que les batteries de défense aérienne ripostaient en de vaines traînées lumineuses. À Tamra, à une vingtaine de kilomètres au sud de Haïfa, un projectile iranien a traversé le toit d'une maison à 2 étages, tuant une femme et blessant 13 autres personnes. Les secouristes ont évacué les blessés entre des oliviers calcinés, la douce odeur de fumée flottant dans la nuit. En se projetant vers l'avenir, les décideurs de tous les continents observent la situation avec une inquiétude croissante. Les traders en énergie surveillent les cours mondiaux du pétrole, redoutant que le détroit d'Ormuz ne devienne le prochain foyer de tension. Les diplomates s'empressent d'organiser des navettes de pourparlers, mais aucun camp ne semble prêt à céder. Dans les rues d'Israël, des ruelles en stuc de Jaffa aux terrasses perchées de Safed, les habitants murmurent que le conflit paraît différent cette fois-ci, plus lourd, comme si un seuil psychologique avait été franchi. Pour l'heure, les sirènes demeurent la bande-son du quotidien, et chaque nouvelle explosion redéfinit les limites de ce que les Israéliens pensaient pouvoir défendre. Que Benjamin Netanyahou ait vraiment quitté le pays ou se soit simplement replié pour gérer la crise, que le président Trump intervienne finalement ou maintienne ses distances, un fait demeure incontestable. Un conflit qui paraissait encore maîtrisable s'est mué en une confrontation dont les ondes de choc se ressentent bien au-delà du Moyen-Orient. Et tandis que la nuit retombe une fois de plus, un sentiment de présage palpable plane sur chaque cœur battant, de Téhéran à Tel Aviv.